Nous sommes redescendus de quelques centaines de mètres la route de la Combe d'Yre. Nous sommes à environ 300 mètres du parking où a eu lieu la tuerie. C'est un lieu crucial pour l'enquête. Tout à fait, Vincent. C'est un cycliste britannique, Brett Martin, qui arrive le premier sur la scène de crime, sur les lieux de la tuerie. À cet endroit, à peu près, à 300 mètres de la scène de crime, il va croiser un motard. D'après ce qu'il explique aux enquêteurs, le motard ralentit, il le voit très bien. C'est un motard qui a un casque particulier. Et ce motard descend de la scène de crime. Alors qu'on comprenne, on est à 300 mètres environ. Le motard, s'il roule doucement, il a mis une trentaine de secondes, moins d'une minute, pour arriver de la scène de crime. Brett Martin est en train de remonter la route sur son VTT. On peut imaginer qu'il est en balade, il roule lentement. Il va mettre 3-4 minutes pour arriver sur la scène de crime. C'est dans ce créneau que tout va se passer. Puisque le motard, lorsqu'il passe par la scène de crime, il ne voit rien. Peut-être y a-t-il déjà une voiture, peut-être y a-t-il déjà un cycliste, en tout cas il ne les remarque pas. Ça veut dire que la tuerie n'a pas encore eu lieu. Et le cycliste, quand il arrive sur la scène de crime, tout le monde est mort. La voiture d'Alili est sur place, le cycliste Sylvain Mollier est sur place, tout le monde est mort. Donc entre le passage du motard et l'arrivée du cycliste, il s'est passé un drame affreux. Plus de 20 balles ont été tirées. Personne n'a rien vu, personne n'a rien entendu. 5 septembre 2012, 15h30 environ. Le cycliste britannique Brett Martin, résident secondaire à la Tuile, grimpe la route de la Combe d'Yre quand il est doublé à bon train par le cycliste savoyard Sylvain Mollier, puis, quelques minutes plus tard, par le break Bordeaux de la famille Alili. Au sommet de la Combe, 2 gardes forestiers redescendant en voiture croisent un motard sur la section interdite à la circulation. Il lui intime l'ordre de rebrousser chemin. La voiture de l'ONF ouvre la marche. Le motard lui emboîte la roue. L'un des gardes remarque que le motard, sorti de la zone interdite, s'arrête en arrivant à hauteur du parking du Martinet vide. Ils poursuivent leur chemin. Sans en garder de souvenirs précis, les agents de l'ONF croisent Sylvain Mollier, le break de la famille britannique. Un peu plus bas, le cycliste anglais Brett Martin serre à son tour l'accotement pour laisser passer le 4x4 des gardes forestiers. En haut, le motard est le dernier à quitter le parking du Martinet, sans rien noter d'anormal lui non plus. Le parking est vide. Il croise Sylvain Mollier, la famille Alili, mais n'en garde pas de souvenir. Vient alors le moment clé où le motard, moins d'1 minute après avoir quitté le parking, croise le cycliste anglais Brett Martin. Le motard ralentit, semblant vouloir échanger. Leurs regards se croisent, mais il poursuit son chemin. Introuvable, le mystérieux motard sera identifié 3 ans plus tard. Au moment où le motard et le cycliste se croisent, Sylvain Mollier et la famille Alili sont probablement arrivés sur le parking du Martinet. Brett Martin se trouve alors entre 300 et 500 mètres du parking. Il lui faudra entre 3 et 5 minutes pour les parcourir et découvrir la tuerie. Dans ce laps de temps, sur le parking du Martinet, Saad Alili et sa fille Zénab de 7 ans qui étaient assises à l'avant sont descendus pour se rapprocher du panneau d'information et profiter du bord de l'Yre. Sylvain Mollier est déjà là. Le cycliste savoyard et le père de famille britannique échangent quelques mots quand le tueur, dissimulé dans les bois peut-être, fait irruption. Sylvain Mollier prend les premières balles et s'écroule. Dans la panique, Saad Alili reprend le volant et tente de fuir, mais la voiture s'enlise dans le talus. Déterminé, le tueur tire à 21 reprises et touche 17 fois. Laissant pour morte la jeune Zénab, touchée par une balle et violemment frappée à la tête avec la crosse de l'arme. La tuerie a duré 90 secondes. Pour les enquêteurs, ce motard est la dernière personne qui est passée par le parking du Martinet, quasiment à quelques secondes, à quelques minutes de la tuerie, soit immédiatement avant, soit immédiatement après. C'est donc un témoin essentiel, si ce n'est un suspect, mais au moins un témoin essentiel. Sauf que ce motard, il est introuvable. Son portrait robot est diffusé en novembre 2013, un an après la tuerie.
Oui, dans les premiers mois, les enquêteurs pensent qu'ils vont pouvoir le retrouver grâce à son casque. Un casque très particulier qui équipait les motards des escadrons départementaux de sécurité routière. Un casque avec la mentonnière qui se ferme des deux côtés. Donc un casque qui existe à 1 millier d'exemplaires en France. Donc les enquêteurs au début pensent qu'ils vont pouvoir l'identifier grâce à ça. Malheureusement, au bout de plusieurs mois, constatant qu'ils n'y arrivent pas, ils décident de diffuser un portrait robot. Le portrait robot, il va être diffusé dans le monde entier. Ça devient la personne la plus recherchée en France pendant quelques mois. Et pour autant, rien. Il va y avoir des signalements parce que de la vie même des enquêteurs, c'est un portrait robot qui ressemble à beaucoup de monde. Quelqu'un qui a un bouc, un casque sur les oreilles, même les gendarmes en rigolent en disant que la moitié de la brigade, si on leur met un casque sur la tête, ressemble au portrait robot. Donc, dans les premiers mois, ça donne rien. Et en fait, c'est en reprenant toutes les données qui ont été accumulées au cours de l'enquête, tous les téléphones qui ont borné, toutes les images de vidéosurveillance, tous les éléments techniques qui sont à leur disposition, que les gendarmes vont parvenir à identifier ce motard. Ça va les mettre sur la piste d'un chef d'entreprise lyonnais qui est venu faire un baptême de parapente ou de deltaplane dans la région et qui, en redescendant, est passé par la Combe-d'Ir. Un homme qui, pendant 2 ans, ignorait tout, visiblement, de l'affaire. En tout cas, c'est ce qu'il dit. Il ignorait qu'il était recherché. À peine avait-il entendu parler de l'affaire de la tuerie, alors qu'il était présent sur les lieux ce jour-là. Sa famille ne s'est pas plus inquiétée non plus. Personne n'a fait le lien entre lui et le portrait robot. Et c'est 2 ans après que les gendarmes, malgré son silence, vont parvenir à l'identifier. On imagine pour les gendarmes l'envie de l'entendre au plus vite. Évidemment. C'est la dernière personne qui est passée par le parking avant qu'on découvre la tuerie. Donc son témoignage ne peut être que central pour les enquêteurs. Et malheureusement, ils vont tomber sur quelqu'un qui ne se souvient de rien. Il ne se rappelle pas avoir vu quoi que ce soit de particulier lorsqu'il est passé par le parking. Il ne se rappelle même pas, a priori, s'être arrêté sur le parking, comme les agents de l'ONF l'auraient vu le faire dans leur rétroviseur. Il se souvient pas ou peu d'avoir croisé le cycliste, Brett Martin. Bref, il n'a rien à leur dire. Et les gendarmes, tout ce qu'ils vont pouvoir dire après l'avoir entendu, c'est qu'il s'agit de quelqu'un, a priori, au-dessus de tout soupçon. La piste du motard, sur laquelle ils avaient fondé tant d'espoir, s'effondre. Nous sommes en 2015, la garde à vue du motard est levée. On imagine que pour les enquêteurs, c'est un énorme coup dur. C'est un véritable coup de massue. Le motard, c'était la piste, le témoin sur lequel tous leurs espoirs reposaient. Or, il se révèle être quelqu'un au-dessus de tout soupçon. Donc la piste s'éteint et là, il va y avoir un trou d'air de près de 5 ans. Pendant 5 ans, il va quasiment plus rien se passer. La cellule va se dégraisser progressivement et vraiment, tout le monde sent que l'affaire de Chevaline est en train de virer au cold case impossible à résoudre. Et il faudra attendre 2021 pour avoir un rebondissement que personne n'attendait. Et ça, c'est la nouvelle garde à vue du motard. C'est le dernier sursaut de l'enquête, effectivement. C'était le 12 janvier 2022. Le motard est à nouveau placé en garde à vue et entendu par les services de gendarmerie. Beaucoup d'espoir naissent évidemment pour les enquêteurs. Malheureusement, au bout de 48 heures, la garde à vue est levée. Le motard est définitivement levé de tout soupçon. Alors, pour tous les observateurs qui suivent cette affaire depuis quasi 10 ans, en 2022, la question c'est pourquoi une nouvelle garde à vue? Pourquoi ce motard, que tout le monde décrivait comme au-dessus de tout soupçon en 2015, est à nouveau interrogé? Que s'est-il passé? Qu'est-ce qui a pu motiver les enquêteurs pour l'entendre à nouveau? Les enquêteurs, 3 mois auparavant, ont participé avec la nouvelle procureure de la République d'Annecy, qui était arrivée quelques semaines avant, à une remise en situation. C'était en septembre 2021, 3 mois avant sa nouvelle mise en garde à vue pour le motard. Cette remise en situation visait à remettre l'ensemble des témoins en position et à confronter leurs déclarations
et à reconstituer leurs déplacements en les chronométrant. Ça veut dire qu'il y avait des doutes sur les déclarations, sur les témoignages des uns ou des autres, en tout cas des incertitudes à lever. On peut peut-être dire qui étaient ces témoins qui ont été ramenés sur les lieux? Des mots de la procureure, on a parlé d'ajustement, de détails, notamment sur l'endroit exact où le cycliste anglais et le motard se sont croisés sur la route de la Combe d'Ir, parce qu'à quelques dizaines de mètres près, tout peut changer, que ce soit au niveau des coups de feu, qu'ils aient pu ou pas être entendus, au niveau du timing également, par rapport au temps exact que le cycliste va mettre pour aller découvrir la tuerie, et effectivement peut-être certaines incohérences entre les témoignages qu'il fallait définitivement éclaircir. Alors qui sont ces témoins qui sont ramenés sur les lieux? Qui sont-ils? Les témoins sont les deux témoins clés, que sont le motard et le cycliste anglais, mais ce sont également deux gardes de l'ONF, les randonneurs, qui ont été les premiers à être alertés par le cycliste qui a découvert la tuerie. Tous sont remis aux endroits où ils devaient se trouver au moment de la tuerie selon leur déclaration. Et la remise en situation a été chronométrée pour voir de quelle manière les choses s'étaient véritablement déroulées. Et effectivement, une forme d'incohérence par rapport au lieu exact et à l'heure exacte à laquelle le motard et le cycliste se croisent devait être éclaircie. Ce qui fait d'eux les deux témoins absolument clés de cette affaire. Ce sont eux qui détiennent la chronologie de l'affaire. Tout à fait. Côté français, le motard a déjà été entendu 2 fois. Pour ce qui est du cycliste anglais, il a évidemment été entendu comme témoin par les enquêteurs français, mais il n'a encore jamais été véritablement interrogé par les autorités britanniques. Et là, on sait depuis l'audition de Zaïd Halili, qui est donc le frère de Saad Halili, une des victimes de la tuerie de Chevaline, et qui a été entendu parce qu'il a été suspecté d'en avoir voulu à son frère pour des questions d'héritage. On sait que la justice britannique et la justice française ont des manières très différentes de procéder et que chacune procède avec ses habitudes, avec son droit. Donc c'est pas si simple que ça d'aller entendre un citoyen britannique en Angleterre. Il faut respecter la procédure, respecter les habitudes de la justice sur place. Brett Martin, quand il va être interrogé par les enquêteurs, il va expliquer qu'il n'a pas entendu de détonation. Pourtant, 26 balles ont été tirées. On a fait la reconstitution, les gendarmes ont fait la reconstitution. Et en fait, avec la rivière qui est toute proche, avec la configuration de la route qui est sinueuse, entourée de montagnes, il est vrai que dès qu'on se trouve à 300-400 mètres de la scène de crime, le bruit des détonations peut être couvert. Toujours est-il que ces 300 à 400 mètres de progression sont la dernière zone d'ombre de la tuerie de Chevaline.